Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Alors ces derniers temps j'ai beaucoup ralenti dans ma vitesse d'enregistrement et donc de diffusion des vidéos. Bon là j'étais occupé par autre chose. Donc j'ai pris du retard sur le planning, j'ai toujours pas fini de préparer les dernières vidéos sur cette boîte, donc c'est pas encore fini. Bref. Donc aujourd'hui, on voit les deux dernières cartes survivant le vieux porte-clés de niveau 3 et Fortune capricieuse. Alors dans le deck préconstruit, dans le pack d'investigateurs Stella Clark, on avait eu le vieux porte-clés, un soutien de niveau 0 qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet-outil, utilisation de clés, s'il n'y a pas de clé sur le vieux porte-clés, défaussez-le, action, enquêter, votre lieu perd 2 de valeur occulte pour cette enquête, en cas de réussite, retirez une clé du vieux porte-clés. Là on a la version de niveau 3, alors déjà un deuxième icône d'intelligence, une clé de plus, et l'autre changement c'est que si la différence du test est de 0, on découvre un indice supplémentaire. Il y a une seule remarque, c'est de moi. Alors le vieux porte-clés de niveau 1 était comparable avec la lampe torche. C'est-à-dire que la lampe torche, on a 3 provisions pour faire 3 essais, mais potentiellement on peut se rater. Le vieux porte-clés, l'intérêt c'est qu'on ne perd une clé que lorsqu'on a réussi. Donc on n'a pas 2 tentatives, on a 2 réussites. Potentiellement on teste 5 fois, mais c'est seulement après la deuxième réussite qu'on perd le vieux porte-clés. J'aurais dû réviser avant mes onglets. Donc, le vieux porte-clés, ça augmente significativement les chances de trouver des indices, comme la lampe torche. On peut s'aider de déduction, déjà le bonus de +1 à l'enquête et l'indice supplémentaire, si on réussit l'enquête. Évidemment, avec la version de niveau 2, on peut trouver 2 indices supplémentaires si on réussit de 2. Mais le grand intérêt de la version de niveau 3, c'est cette partie-là. Si on réussit un test de difficulté 0, on découvre un indice supplémentaire. Donc avec le vieux porte-clés de niveau 3, on a une incitation à diminuer la difficulté du test jusqu'à 0. Donc on peut regarder toutes les cartes qui font de la diminution de difficulté. Il n'y en a pas des masses, bien évidemment il y a Darrell Simons qui est dans cette boîte. Il accumule des preuves et en action rapide lors d'un test, il dépense une preuve pour diminuer de 2 la difficulté du test. J'aurais peut-être dû commencer par là. Encore une fois, je fais un peu les choses dans le désordre. Le vieux porte-clés, en diminuant de 2 la valeur occulte du lieu, il diminue de 2 la difficulté. C'est-à-dire que dans un lieu qui a une valeur occulte de 1 ou de 2, l'enquête est réussie à moins de piocher l'échec automatique. Avec la version de niveau 3 en plus, si la valeur occulte est de 1 ou de 2, la réussite est quasiment garantie, et si on réussit, on a 2 indices d'un coup. Si on cumule avec Darrell Simons, comme il peut baisser encore de 2, maintenant c'est dans tout lieu qui a une valeur occulte de 4 ou moins, avec le vieux porte-clés de niveau 3, on réussit son enquête à moins de piocher l'échec automatique, et en plus de ça, si on réussit, on a 2 indices d'un coup. On a discernement, pareil, on l'attribue un test, ça diminue de la difficulté du test. On a... la lampe torche de niveau 3 dont je parlerai dans une prochaine vidéo, qui diminue de 2 la difficulté du test, mais en réaction, donc en ajout de quelque chose d'autre. Donc on diminue de 2 avec le vieux porte-clés de niveau 3, on rediminue de 2 avec la lampe torche, et potentiellement on rediminue de 2 avec autre chose, et encore une fois, on descend la difficulté à 0
Donc 2 indices d'un coup en cas de réussite. Et c'est pour ça que, quand j'en parlerai en détail, la lampe torche de niveau 3, je vous dirai que pour moi elle est pétée, elle devrait pas exister sous cette forme. On a facilité d'apprentissage. Pendant ou après votre troisième action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez diminue de 1. Ça se cumule. Donc, troisième action de votre tour, vos 2 copies de facilité d'apprentissage diminuent la difficulté de du test de -2, peu importe le test. Vieux porte-clés de niveau 3, ça diminue encore de -2. Donc chaque enquête faite sur votre troisième action est à difficulté -4. Dans cette boîte, on a aussi l'événement Faire la lumière. Ça coûte 2, rapide à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une enquête que vous effectuez, et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement. Vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Donc vous ramenez la valeur à 0. Vous ne piochez pas de pion, c'est réussi automatiquement, donc on passe de réussite quasi automatique à réussite automatique. L'indice de l'enquête, l'indice bonus du vieux porte-clés de niveau 3 parce que voilà, l'indice bonus parce que la difficulté est à 0, l'indice bonus de faire la lumière, ça fait 3 indices dans votre lieu, et un indice dans n'importe quel lieu, le vôtre ou un autre. C'est formidable. Alors je buguais parce que, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo qui parlait de cette carte, mais moi l'image, elle me fait beaucoup penser au film Le 5e élément, quand ils sont dans la pyramide, et que le type essaie de voir un truc sur un mur et qui dit au mec voilà, Aziz, lumière, et que le type prend un panneau réfléchissant pour rediriger la lumière dans un couloir. L'image me fait penser à ça. Bref, la combo vieux porte-clés de niveau 3 et faire la lumière, c'est en une action. Alors évidemment, faut réussir à diminuer la difficulté du test jusqu'à 0, mais si vous y arrivez, en une action, vous gagnez un total de 4 indices. 3 dans un lieu et 1 dans n'importe quel lieu. Ça peut être le vôtre, ça peut être un autre. Et encore une fois, je vais rappeler que la plupart des lieux dans le jeu ont un indice, ou un indice par investigateur, ou 2 indices, ou 2 indices par investigateur. Donc si vous jouez en duo, 4 indices dans votre lieu, normalement ça vide votre lieu. Si vous êtes dans un lieu de fin de scénario, avec 3 indices par investigateur, vous jouez en duo, il y en a 6, et en une action vous en avez pris 4 sur les 6, les 2 tiers. Et mettons que vous jouez Darrell Simons en solo, vous êtes dans un de ces fameux lieux, vous gardez une preuve, vous entrez dans le lieu, vous dites je fais une enquête, je diminue de 2 la valeur occulte, je dépense ma preuve, je diminue de 2 la difficulté, voilà, je joue faire la lumière, hop, j'ai 3 indices dans ce lieu, un indice dans un lieu à XP, enfin un indice dans un lieu qui a victoire 1 que j'avais pas encore vidé, et voilà, fin du scénario, j'ai l'XP de mon lieu, j'ai l'XP de l'autre lieu, c'est génial. Alors, la carte se défausse quand elle n'a plus de clé, mais rappelons que les survivants ont accès à récup. Après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous la jouez en payant son coût. Donc le vieux porte-clés va finir par se défausser, mais vous le récupérez avec récup. Et si vous êtes dans un deck qui fait de la diminution de difficulté, vous avez des chances de réussir de 2 ou plus. Et voilà, bon, il y a quelques commentaires. Ah oui, il y a 3 ans, voilà. Donc dans un deck, il mentionne Mintifan avec le vieux porte-clés de niveau 0. Et du coup, rapidement, j'avais déjà mentionné que j'adore les decks Wendy Adams facilité d'apprentissage. Voilà, un deck
Alors de tête, je sais plus si je l'ai joué celui-là, mais ben voilà, hein, le vieux porte-clés, facilité d'apprentissage, Léo De Luca pour avoir une 4e action, hâte pour avoir une 5e action si on enchaîne 2 actions du même type. Voilà, c'est tout pour le gain d'action, c'est déjà pas mal. Donc Wendy, première enquête de son tour, difficulté +2, ben elle fait pas de test. Deuxième action de son tour, difficulté normale. Et ensuite, 3e, 4e et 5e action, elle peut enquêter avec difficulté -2 grâce à facilité d'apprentissage et un -2 additionnel grâce au vieux porte-clés de niveau 3. Donc dans le cas idéal, elle fait à chaque tour 3 enquêtes à difficulté -4. Et comme c'est Wendy, ben si elle pioche l'échec automatique, elle le remplace par un autre pion en défaussant, par exemple, faire avec les moyens du bord. Voilà, bon. Donc voilà, le vieux porte-clés de niveau 3, pour moi c'est automatique dès que je fais un deck survivant spécialisé en enquête. Et même si vous faites un survivant solo, la possibilité en une action de prendre 2 indices d'un lieu, si le lieu a une valeur occulte de 2 ou moins, ou si vous avez quelque chose pour diminuer encore la difficulté du test, c'est vraiment très intéressant. Alors là je vais regarder comment j'avais prévu mes onglets. Ah oui, un dernier truc d'abord, donc vieux porte-clés, comme je le disais, j'ai mis un petit commentaire. Mais voilà, en gros c'est sur mon deck, un commentaire pour dire que c'est génial dans un deck Wendy, diminution de difficulté. Donc deuxième carte, je vais réviser d'abord. Voilà, fortune capricieuse, une carte qui n'a pas de coût, qui est de niveau 3, trait dilemme et chance, 2 dilemmes max par round, au passage j'adore l'illustration. 2 dilemmes max par round, révélation, vous devez décider, choisir une option, placer une fatalité sur l'intrigue en cours, chaque investigateur soigne 3 dégâts et 3 horreurs, retirer une fatalité de l'intrigue en cours, chaque investigateur subit un dégât direct et une horreur directe, retirer de la partie fortune capricieuse. Voilà. Je pense à un autre truc. Alors, donc c'est un dilemme. Je vais pas encore une fois rappeler les dilemmes, donc en gros, quand vous piochez la carte, ou que la carte arrive dans votre main d'un moyen ou d'un autre, vous la révélez et vous l'appliquez. Vous avez 2 choix. Le premier choix, c'est placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Ça va vous faire perdre un round, voire plus si il y a des traîtrises qui peuvent faire avancer l'intrigue avant... Non, pardon, ça vous fait une fatalité en plus, ça vous fait perdre un round, sauf si il y a une combinaison d'antique fléau et d'un set de cultistes. Si vous jouez ça à un round, et que le round d'après, vous piochez, mettons, l'acolyte, et que l'autre joueur pioche antique fléau, et ben, à cause de la fatalité de l'acolyte, l'intrigue avance, et vous avez perdu 2 rounds, alors que sans antique fléau, vous auriez tué l'acolyte, et vous n'auriez perdu qu'un round. Donc, vous perdez a priori au moins un round. Par contre, vous soignez de 3 dégâts et 3 horreurs d'un coup. C'est un énorme soin. Moi je le dis toujours, pour moi la meilleure méthode de soin actuellement, c'est la mélodie apaisante. Une action, 2 dégâts, ou 2 horreurs, ou un de chaque, parmi n'importe quel investigateur et ou allié. Si en jeu vous avez le miroir sacré de niveau 3, c'est un total de 3. Donc mettons que vous êtes en duo, fortune capricieuse c'est 3 et 3 pour chacun, donc potentiellement un total de 12, c'est énorme. Mélodie apaisante, c'est 3, il faudrait en jouer 4 exemplaires pour faire autant. Donc encore une fois, le soin est énorme. Une carte de soin qui est pas mal, c'est premier soin de niveau 3. En une action, c'est un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un allié. Mais tout sur le même.
et 2 par action. Donc le soin est extrêmement puissant, ça vous fait perdre un round. Alors il faudra voir, parce que déjà, on n'a jamais envie de perdre du temps dans Arkham. Alors évidemment, plus il y a de joueurs autour de la table, plus on perd d'action en perdant un round. En solo également, en général on se presse, donc c'est gênant, donc plutôt une carte, un effet pour 2 ou 3 investigateurs. Ensuite, est-ce que vous avez besoin de vous soigner autant ? Si vous avez besoin de 3 dégâts et 3 horreurs pour chacun, c'est que vous êtes vraiment mal barré. Si vous êtes mal barré, perdre un round, ça va être catastrophique. Pardon, j'ai bugué, je pense à un truc. Voilà. Donc il y a un petit peu ce côté, vous avez besoin de l'effet parce que votre partie est en train de complètement partir en vrille, mais ça fait que la fin arrivera encore plus vite. Donc le premier effet, ça donne l'impression un peu, c'est la pensée qui m'a fait bugger, que c'est pour du sauve qui peut. Vous récupérez ça en main, vous le révélez, vous dites, bon écoutez, on va perdre un round, mais on se soigne tous de 3 dégâts et 3 horreurs. Début de la phase d'investigation suivante, vous dites, bon écoutez, on peut pas gagner le scénario, on peut pas avoir la résolution qu'on souhaitait, du coup on se barre. Et vous dites, première action, je me déplace, deuxième action, je me déplace, troisième action, j'abandonne. Et les deux déplacements vont vous provoquer des attaques d'opportunité, et vous allez dire, grâce aux soins, je peux encaisser les attaques d'opportunité. Voilà, mettons qu'il vous reste, au moment où vous révélez ça, il vous reste 2 points de vie et 2 points de santé mentale. Vous êtes engagé avec un ennemi qui fait 2 dégâts ou 2 horreurs, ou 2 dégâts et 2 horreurs. Grâce à cette carte-là, vous repassez à 5 points de vie restants, 5 points de santé mentale restants. Voilà. Première action, première attaque d'opportunité, vous passez à 3 et 3. Deuxième action, deuxième attaque d'opportunité, vous passez à 1 et 1. Troisième action, vous abandonnez, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Et les autres investigateurs autour de la table font pareil. Et sans le soin, vous auriez été vaincu sur la première attaque d'opportunité. Donc voilà, le premier effet, ça ressemble un petit peu à un je fiche le camp. Si la partie est mal barrée, grâce à ça, potentiellement, vous abandonnez plutôt que de vous prendre un trauma. Et un effet du style, les effets qui sont marqués au dos de la dernière intrigue, ça peut être des choses ça vous dit, par exemple, révélation 1, vous regardez par révélation, résolution. Conclusion, je sais jamais comment c'est nommé dans le livret. Comme vous avez fini l'intrigue, je reviens. Si vous êtes dans une situation catastrophique et que vous avez le choix entre être vaincu ou arriver à la fin du deck intrigue, probablement vous allez vous prendre un trauma, assez probablement, et en plus un effet du style marqué dans votre carnet de campagne que minuit est arrivé, marqué que vous avez été retardé, marqué que, le train est parti sans vous, des choses comme ça, et c'est un effet négatif plus tard. Donc là, vous sauvez les meubles grâce à ce premier effet. Mais par contre, il y a quand même à placer une fatalité. Donc c'est si vous êtes vraiment en galère, mais que vous avez le temps en une phase d'investigation de vous barrer. Parce que la fatalité, si le seuil est de 9 et que vous placez la 9e fatalité, pour le moment c'est pas un problème, mais à la phase du mythe, vous arrivez à la fin du deck intrigue. S'il y en a 8, vous placez ça fait la 9e, donc pareil, fin du deck intrigue. S'il y en a 7, vous placez la 8e, phase du mythe,
on met la 9e, ça avance. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine marge, mais ça peut permettre de se barrer. Voilà. Maintenant, le deuxième effet, retirer une fatalité de l'intrigue en cours. Chaque investigateur subit un dégât direct et une horreur directe. Retirer de la partie fortune capricieuse. Oui, donc, on retire une fatalité. Là, c'est un peu l'effet inverse. On retire une fatalité, ce qui nous donne un round de plus. Mais par contre, tout le monde se prend un dégât direct et une horreur directe. Le retrait de fatalité, il n'y en a pas des masses. On a à brûler après lecture, une carte de niveau 1 qui coûte 1, et bannissez une carte de niveau 0 à 5 de votre main. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Si la carte bannie était de niveau 2 ou plus, retirez une fatalité de l'intrigue en cours. Bannissez à brûler après lecture. Donc c'est une carte qui à la base sert à trouver des indices, mais qui peut permettre de retirer de la fatalité en bannissant une carte de niveau 2. Alors on a accès à ce qu'il y est déjà vu, qui permet de réduire le coût en expérience pour racheter des cartes bannies, mais même avec déjà vu, pour retirer de la fatalité, ça coûte de l'XP. On a sanctifié, il faut prendre 10 pions bénis dans la réserve du chaos ou sur les cartes en jeu et les remettre dans la réserve de pions pour retirer une fatalité. Donc cette carte-là, il faut la mettre dans un deck béni. Il faut arriver à avoir la génération de pions bénis. Et si vous jouez avec les tabous, c'est utilisable une fois, on peut pas faire de récursion. Donc tout ça pour dire retirer des fatalités de l'intrigue, c'est très rare. Là, il y a un coût qui est assez modeste, un dégât direct et une horreur directe pour chaque joueur. Moi j'ai pas l'impression, alors je tiens pas de stats sur ce genre de choses, mais j'ai pas l'impression de souvent finir mes scénarios avec un seul point de vie restant et un seul point de santé mentale restant. Donc je pense que dans la plupart des parties, le coût ne vainc aucun investigateur. Et la fatalité retirée, ça fait un round de plus, voire plus, comme je le disais tout à l'heure. Si ce round vous permet de retirer des fatalités qui sont en jeu, vous récupérez beaucoup plus qu'un round. Le round en plus, ça permet d'avoir plus de temps pour arriver vers la meilleure conclusion possible. Ça permet d'avoir plus de temps pour gagner plus d'XP, ça permet d'avoir de meilleurs résultats dans sa campagne. Voilà. Alors c'est un dilemme, on contrôle pas à quel moment on le joue, mais j'en ai parlé dans l'avant-dernière vidéo, je crois, Katia East Bank. Quand vous piochez Fortune Capricieuse, vous le mettez sous Katia East Bank, vous piochez notre carte à la place, et quand vous saurez si vous avez besoin de Fortune Capricieuse ou pas, pour une action, vous la piochez, et là vous la résolvez, et du coup vous voyez si ce qu'il vous faut c'est du temps ou du soin. Voilà. Du coup, conclusion globale sur la carte. Le premier effet, moi j'ai de sérieux doutes. Parce que je trouve que le soin est plus que... c'est de l'overkill comme on dit. Voilà. Bon, vous allez vous soigner énormément. Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous soigner autant ? Alors peut-être que je trouverai des listes de decks dans quelques semaines, quelques mois où j'ai envie, ou voire je cherche la perte de points de vie, la perte de santé mentale pour avoir des effets puissants, puis ensuite je fais un gros soin. Bon. Tant que j'y pense, on peut noter, comme exemple de perte volontaire, on peut noter, j'attends que ça charge, l'éclipse sanglante, on subit 2 dégâts, et pour chaque dégât subi, là c'est automatiquement 2 dégâts pour faire plus de dégâts lors de l'attaque. Avec la version niveau 3, ça peut être jusqu'à plus 3 dégâts. Et le coup près, on s'inflige des horreurs pour infliger un 2e dégât. Voilà. Donc oui,
On peut, dans certains decks, utiliser ses points de vie ou ses points de santé mentale comme des ressources pour être plus efficace. Voilà, par exemple Mark Carrigan aussi. Mais autant de soins d'un coup, j'ai des doutes. Alors, en un exemplaire, et puis on voit si ça s'avère utile ou pas, pourquoi pas. Le deuxième effet, pourquoi pas. Moi j'ai tendance à mettre pas mal d'alliés dans mes decks, du coup ça me donne des capacités d'encaissement, et je suis le genre de joueur qui essaie toujours d'avoir le max de points de vie, de points d'XP à chaque scénario. Donc des fois me dire, j'ai un tour de plus pour prendre absolument tous les indices du scénario, pour faire le max de points de victoire, pour arriver au scénario 8 avec mon deck à 40, 45, voire 65 XP pour les mystiques, ça peut m'intéresser. Et à la limite, le deck l'investigateur pour lequel c'est le plus approprié, ça va être Calvin Wright. Parce que pour rappel, Calvin Wright, son truc, c'est de gagner à ses compétences en fonction des dégâts et des horreurs qu'il a sur lui. Donc on veut le blesser pour qu'il ait de meilleures valeurs de compétences, mais comme on le maintient en permanence sur le fil, il y a des moments où il est proche de la défaite. Donc vous jouez votre Calvin Wright, vous le blessez intentionnellement pour qu'il soit plus efficace, vous approchez de la fin du scénario et là vous dites il a plus qu'un point de vie, il a plus qu'un point de santé mentale, s'il pioche un échec automatique sur un test de reste pourrissant, il est vaincu. Et premier effet, vous lui retirez 3 dégâts et 3 horreurs. Alors certes, ça veut dire qu'il a -3, -3, -3, -3, à cause du soin, mais il risque moins d'être vaincu. Et mettons que vous le jouez en combattant, il avait 5 dégâts sur lui, donc il est à 5 de force, vous l'avez soigné de 3, donc il est plus qu'à 2 de force, vos prochaines attaques, avec le coup près, prochaine attaque avec le coup près, non c'est un mauvais exemple, tenez, prochaine attaque, vous jouez Éclipse Sanglante de niveau 1, vous lui infligez 2 dégâts, donc il repasse à 4 en force, il combat avec ses 2 de volonté, vu qu'il a plus que 2 horreurs, plus 2, donc à 4, s'il réussit, il inflige un total de 3 dégâts, et derrière, il attaque avec son coup près, pour compenser. Et première solution, et le deuxième effet, à l'inverse, si vous trouvez votre Calvin un peu faible, vous jouez le deuxième effet, il gagne 1 à chacune de ses compétences, et il a un round de plus pour faire ce qu'il a à faire, pour compenser le round de plus compense le fait que ses stats sont faibles pour le moment. Alors à noter, si vous résolvez le deuxième effet de la carte, il faut retirer la carte de la partie. Pas le premier. Techniquement, fortune capricieuse, l'effet de soin, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par copie dans un scénario, si vous utilisez dégourdi. Vous révélez fortune capricieuse, vous dites plus une fatalité, tout le monde se soigne. Quelque temps plus tard, vous attribuez dégourdi un test, vous récupérez fortune capricieuse, vous dites allez, plus une fatalité et tout le monde se soigne. Et maintenant que j'y pense, ça peut être amusant dans le scénario de Carcosa avec l'organiste, où on veut des fatalités en jeu. On veut faire avancer l'intrigue, petit spoiler, mais on déduit potentiellement les fatalités qui sont en jeu. Fortune capricieuse, ça vous soigne, donc ça vous aide à tenir, et en plus ça fait avancer le scénario. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ces cartes. Je l'ai pas mentionné, mais il y a une... dans les reviews. J'ai rien de plus à dire.
c'est fini pour les cartes survivantes. Prochaine vidéo, les 2 premières cartes neutres. Vidéo suivante, les 3 autres cartes neutres. Et pour les faiblesses, a priori, je ferai tout en une vidéo. Donc il reste encore 3 autres vidéos sur les cartes intégrées au deck, et ensuite, je sais plus dans quel ordre, mais 5 vidéos sur les archétypes. J'ai commencé à les préparer, j'ai pas fini. Et 6 vidéos de présentation de deck. Là, j'en ai préparé, je crois, une seule. Donc encore une fois, vous verrez. Ça sera courant mars. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à cliquer sur le pouce. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.